Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Allons droit au but avec la célébration ce 1er décembre de la journée de lutte contre le sida. Eh bien, le Bénin, le regard de la société à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida demeure accusataire au Bénin. Selon des enquêtes réalisées, la discrimination et la stigmatisation annihilent les efforts de régression de la contamination. Héloïse Winato et Edmond Humbo sont allés à la rencontre de ces personnes qui subissent l'humiliation de leur entourage. Regardez. Kaka bon waje gbelele mo lekmo ahu kan de te deji ni do mo enpo de si ko ori o nsona do kwe haya yo do no vile do no eton ku oni do mele na lekmo asu gbami no vi gbami bona le asun pon bona le de pon hun kai hore na ho tu be na kwa weni de lekmo si. La stigmatisation et la discrimination, obstacle majeur à une riposte efficace au VIH-Sida. Le rejet des personnes porteuses de la maladie est un véritable problème de société. Bon, il y a un peu de temps, tata Janet gon. Bon, mi wa iflen. He mi wa iflen tata Janet wa yin pa lo awepo. Bodo mbele, mere matin lo gban fi so bo so yin pe pon gberege. Bon ngbo yin lo ngbo. Bo ba traité ngandi bon njete. Les pesanteurs socioculturelles, des pratiques discriminatoires qui entretiennent ou favorisent la propagation de l'épidémie. Les conséquences sont désastreuses. Des personnes vivant avec le VIH sont obligées de cacher leur état sérologique. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont cessé de mener leur activité générative de revenus à cause du mal. Mais si elles apprennent dans le milieu, le cadre de vie habituel où tu es appelé à rester, et que c'est comme un cachet, on te dit la dame là, elle a la maladie. Donc ceux qui ignorent les modes de transmission font que la dame là, elle n'arrive plus à exercer ses activités librement. La deuxième chose, dans le contexte du mariage, il y a des dames qui trouvent un mari. Moi, je connais plein de cas comme ça, qui trouvent un mari, mais le jour où elles dénoncent ou bien elles annoncent leur séropositivité, ça suffit tout simplement que le mari dit bon, je ne peux plus rester ensemble avec toi. Des violations flagrantes des droits des PVVIH, des actes qui ne font l'objet d'aucune réparation juridique. Et pourtant, des textes de loi existent et les protègent. Il va falloir les vulgariser. Nous veillons à ce que si le droit de quelqu'un est menacé lié au VIH-Sida, par exemple la discrimination ou la stigmatisation, nous faisons des démarches pour aller vers les personnes, pour les sensibiliser. Au pire des cas, il faut dénoncer des personnes comme ça. Et s'il faut les poursuivre devant les tribunaux, il y a les voies de recours ou bien les procédures dont on a été imprégné, qui nous aident à pouvoir les poursuivre, si possible, devant les tribunaux du Bénin. Pour mieux affronter l'isolement dont elles sont victimes, elles se mettent en association et créent des activités génératrices de revenus. La transformation de l'huile que nous faisons, à part l'huile de palme, nous-mêmes nous faisons encore la transformation de gari. Ça là, c'est à l'actif de l'association. On remercie pour le programme les 90. Nous disons à tout le monde qui nous regarde de toujours et aller dans le bon sens, de nous aider, surtout pour que nous pouvons être encore autonomes. La stigmatisation résulte de la peur et de l'ignorance à l'égard de la maladie. Il faut désormais dépasser l'étape des discours à la réalité et plaider pour tous les droits des personnes vivant avec le VIH, suivi de sensibilisation et de l'information du public.
Passons à notre invité, Dr Moussa Bachabi. Vous êtes le coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le sida. La stigmatisation, vous avez suivi l'élément, ce n'est qu'un échantillon que nous avons vu au Bénin. Quelle est l'ampleur de ce phénomène ici au Bénin? Bonsoir. Merci monsieur le journaliste. Je tiens avant tout propos à vous remercier pour l'honneur que vous nous faites en nous associant à cette soirée, pour parler vraiment de la lutte contre le VIH-Sida au Bénin. Je vous remercie au nom du professeur Flore Gangbo, qui est la coordonnatrice du programme national de lutte contre le sida. Revenons-en au sujet. En ce qui concerne la stigmatisation, malheureusement, c'est un phénomène qui persiste, mais l'ampleur a sérieusement diminué. Diminué parce que si on retourne dans les années 80, années 2000 au Bénin, où l'infection est apparue pour la première fois, on se rend compte que l'ampleur a vraiment sérieusement diminué parce que la stigmatisation se manifestait non seulement au sein de la communauté, même également au niveau du système de santé. En ce moment, comme il n'y avait pas vraiment un traitement, même les agents de santé, quand quelqu'un est infecté, c'est comme si la personne est condamnée à mourir. Mais avec l'évolution de la science, le système de santé a changé de paradigme. Et désormais, les personnes vivant avec le VIH sont vraiment accompagnées. Alors l'ampleur a diminué, la stigmatisation, mais malheureusement, il y a des poches qui résistent encore. Est-ce qu'il y a possibilité au Bénin d'en arriver à un taux zéro de stigmatisation? C'est vrai, il serait difficile d'en arriver là, mais ce n'est pas impossible. Quels sont les moyens aujourd'hui pour y parvenir, pour tenter peut-être rayer ce phénomène? Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de faire connaître l'infection à VIH à la population. C'est à cause de l'ignorance des populations que ce phénomène persiste. Les gens ne connaissent pas les voies de transmission. On a sérieusement réduit les interventions de prévention. C'est pourquoi toutes les personnes qui étaient informées de l'infection à VIH au niveau des contrées, quand on réalise des enquêtes, on se rend compte qu'aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas suffisamment le VIH. Est-ce que cette ignorance n'a pas un impact sur la prévalence aujourd'hui? Quelle est la situation de prévalence du VIH au Bénin? Ok, merci pour cette question. On peut dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, la prévalence dans la population générale s'est stabilisée depuis 2006 à 1,2% dans la population générale. Mais cette prévalence stable cache vraiment des disparités. Cette prévalence varie d'un département à un autre. Il y a des départements qui ont malheureusement encore des prévalences un peu élevées. Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent cette situation? Certainement, c'est des comportements des populations au niveau de ces localités et des facteurs socio-culturels et peut-être de la proximité de ces pays, de ces départements par rapport aux pays limitrophes qui ont quand même des prévalences plus élevées que pour notre pays. 1,2% taux de prévalence pour le Bénin. Est-ce que le Bénin peut se réjouir? Est-ce que c'est réluisant ce taux? Ce taux n'est pas réluisant pour le Bénin, mais ce n'est pas non plus alarmant, car en dehors des pays de l'Afrique du Nord qui ont des prévalences généralement inférieures à 1%, le Bénin fait partie des rares pays en Afrique de l'Ouest qui ont quand même une prévalence qui est inférieure à 2%. Parce que quand vous allez en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, il y a des prévalences qui vont jusqu'à plus de 5%, même, voire 15%. Mais heureusement, au Bénin, on a pu stabiliser l'épidémie à 1,2% depuis 2006. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller au-delà? Est-ce qu'il y a possibilité de réduire davantage ce taux au Bénin? Et quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui le pays pour le faire? Bien sûr, nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir... Nous trouvons des interventions novatrices pour vraiment infléchir cette tendance, pour faire baisser la prévalence. Et par rapport à ça, le Bénin a souscrit, au même titre que les pays du monde, à l'initiative 90-90-90 qui a été décrétée par le système des Nations Unies. Et nous pensons qu'en mettant en place des interventions, on pourra au moins nous faire compter parmi les pays qui vont avoir un résultat réluisant en 2020. En 2020, aujourd'hui, le thème est « Levons la main pour la prévention contre le VIH-Sida ». Alors, que cache ce thème? Quand on nous demande de nous lever aujourd'hui, je vous demande alors de vous adresser indirectement à la population. Que comprendre à travers ce thème? Ok, merci. Ce thème parce que, comme je vous l'ai dit, au début de la pandémie, il n'y avait vraiment pas de traitement. C'était essentiellement des actions de prévention. Mais dès que la recherche a évolué et que les ARV ont été découverts et qu'on a su que les ARV pouvaient augmenter la survie des PV, la communauté internationale, mais aussi le Bénin, on s'est inscrit dans la démarche de la prise en charge. Et on a délaissé un peu la prévention.
Donc ce thème, en fait, c'est pour conscientiser la communauté internationale, les populations, pour que la prévention revienne. Ce n'est pas qu'il faut abandonner la prise en charge, mais il faut désormais coupler la prévention à la prise en charge. Ce n'est qu'à ce seul prix qu'on pourra vraiment infléchir la tendance de l'infection dans notre pays. Alors, les programmes, les projets SIDA, c'est perçu aujourd'hui comme des vaches à lait. Est-ce que c'est le cas chez nous au Bénin? Est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous avez le sentiment que les fonds qui sont alloués servent véritablement à lutter contre le SIDA au Bénin? Oui, je peux vous rassurer, parce que quand on entend des chiffres, des milliards, on dit des milliards sont investis dans le VIH, mais je vous rassure que c'est essentiellement pour la prise en charge. Les ARV coûtent essentiellement cher. Les budgets qui sont alloués au programme, près de 95% sont destinés à l'acquisition des ARV. Donc c'est ce que la population ne comprend pas. C'est essentiellement pour la prise en charge que ça coûte vraiment cher, qu'on avance de ces montants faramineux qui font penser aux gens que ceux qui travaillent dans le VIH se nourrissent vraiment de ces ressources-là. C'est totalement le contraire. On manque même de ressources pour pouvoir atteindre vraiment nos objectifs. Mais je pense que le gouvernement, l'État nous accompagne parce que le budget national, au-delà de ce que les partenaires techniques et financiers nous apportent en matière de soutien dans la lutte contre le VIH-Sida, l'État béninois contribue à près de 30% aux ressources pour pouvoir prendre en charge les malades porteurs du VIH. 1,2% comme taux de prévalence, vous l'avez dit, c'est pas réluisant chez nous au Bénin. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos populations aujourd'hui pour les préserver contre ce fléau, cette maladie? Merci. Ce que je vais lancer, c'est essentiellement que chacun puisse connaître son statut sérologique. Parce que vous savez, au Bénin, il y a environ 80 000 personnes qui vivent avec le VIH. Mais le système de santé n'arrive qu'à capter environ la moitié. Alors les autres porteurs qui ne se connaissent pas, c'est le moment qu'ils aillent dans les formations sanitaires pour connaître leur statut. Parce que plus tôt on connaît son statut, mieux on peut survivre. Il ne faudrait pas attendre la manifestation des symptômes avant de se rendre dans les services de santé. C'est d'ailleurs ce qui est sous-entendu à travers le premier 90 qui demande que 90% des porteurs du VIH connaissent leur statut sérologique. Docteur Moussa Bachabi, je rappelle que vous êtes le coordonnateur adjoint du PNLS, le Programme national de lutte contre le sida. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec nous puisque l'actualité, c'est la lutte contre le sida et nous restons sur ce registre pour signaler que la banque, la Société Générale Bénin se mobilise contre le sida. Elle a, ce 1er décembre, convié son personnel à une opération de don de sang pour contribuer à sauver des vies. Le point de cette campagne de collecte de sang avec Pétroni Lokoso et Rachida Biomama. Du sang pour sauver des vies, la SG Bénin en fait son cheval de bataille. Elle a en effet convié son personnel à donner un peu de ce liquide précieux à l'occasion de ce 1er décembre, journée de lutte contre le sida. Comme c'est ma première fois, je panique un peu, sinon ça va. Je ne ressens rien en tout cas de spécial. Pour moi, c'est quelque chose de bien et ça fera plaisir si on continue comme ça. C'est cette satisfaction de sauver une vie qui m'incite à donner mon sang et j'encourage tous ceux qui n'ont jamais donné leur sang à le faire. Parce que c'est vraiment aberrant de voir des gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de sang, alors que nous en avons en quantité dans notre corps. C'est une première, mais c'est à réitérer et à perpétuer dans le temps. La SG Bénin, à travers cette action, souhaite ainsi apporter son soutien à tous les malades, qu'ils soient porteurs du VIH-Sida ou non. Les années précédentes, nous avions l'habitude de faire une séance de dépistage. Mais nous avons voulu marquer cette année par le don de sang parce que nous pensons que donner son sang est un acte citoyen, est un acte social et un acte d'utilité publique qui aide tout aussi autant les victimes du sida que tout autre malade de pathologies diverses. Chacun y sera confronté dans une certaine mesure et c'est notre soutien en cette journée de lutte contre le VIH-Sida. En plus d'être une banque soucieuse du mieux-être économique de ses clients, la SG Bénin vient ainsi démontrer que la bonne santé de ces derniers lui tient également à cœur.
Un tour dans le septentrion pour parler coopération de l'eau et de l'électricité pour les populations frontalières de Segbana. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin était à Segbana pour la mise en service des forages réalisés sur financement de la GIZ. Firmin Bassao et Olviga Mensa. Ouassare et Mafuta, deux localités frontalières de Segbana avec le Nigeria voisin, accueillent pour la première fois l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin. Des forages, mais aussi des kits solaires pour l'éclairage grâce à la coopération entre le Bénin et la République fédérale d'Allemagne. Population de Ouassare, c'est un grand plaisir pour moi d'être présent dans cette belle localité et aux côtés des autorités de la République du Bénin qui ont engagé depuis 2013 une politique volontariste pour mieux intégrer ces espaces frontaliers dans un environnement de sécurité, de paix et de développement. Nous sommes fiers de contribuer avec ces équipements d'énergie solaire pour l'amélioration des conditions d'études des enfants scolarisés des écoles fréquentées par les communautés vivant de part et d'autre de votre frontière commune avec le Nigeria. 75 kits solaires, 4 forages par l'entremise de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF. Un acte qui devra certainement impacter le vécu quotidien de ces populations frontalières. Dans ce village, pour aller boire de l'eau, il faut aller jusqu'à près de 5 à 10 km d'ici pour aller acheter l'eau et ramener dans le village. Quand il y a de l'eau dans la rivière, on va à la rivière chercher de l'eau. Mais ceux-là sont aussi des Béninois. À partir d'aujourd'hui, on n'ira plus jamais vers Samian pour aller chercher de l'eau. On n'ira plus jamais à la rivière pour chercher de l'eau et boire et tomber malade. Je voudrais donc dire merci à son Excellence M. Walter, à l'ensemble de ces cadres à travers la coopération technique et financière de l'Allemagne pour tout ce qui est fait au profit de nos populations et singulièrement aux populations du département de l'Alibori. Par ce geste symbolique, l'Allemagne vous dit qu'elle est à vos côtés dans vos efforts de la protection des jeunes face aux menaces des réseaux criminels. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin, qui découvre le Bénin dans ses méandres, cela ne peut que présager des prochaines actions en faveur des populations de cette zone frontalière longtemps oubliée. Direction la Cour d'appel de Cotonou accusé d'association de malfaiteurs et vol aggravé. Le nommé Guy Honoubé a comparu au terme de l'audience. Il a écopé de 7 ans de réclusion criminelle, mais il retrouve sa liberté pour avoir déjà passé 7 ans de détention préventive. Retrouvons Jérôme Ouvok pour plus de détails. Les faits remontent à l'année 2009 à Gbodje de Pondéou. Nous sommes à Kpakpa à Cotonou. Les nommés Guy Renoubé, Gautin Esaïe, Berozan Toussaint et Dessou Bété Méréko se sont introduits notamment au domicile de M. Damien Bessemerlan. Ils ont réussi à emporter une motocyclette, un poste téléviseur et un appareil radio, sans oublier un ventilateur sur pied. Les investigations menées ont permis d'appréhender le nommé Guy Renoubé, au domicile de qui le poste téléviseur et l'appareil radio ont été retrouvés. Ses compères en fuite n'ont pas pu être appréhendés. Interpellé et inculpé d'association de malfaiteurs et vols aggravés, Guy Renoubé a reconnu les faits à l'enquête préliminaire. Mais à la barre, ce jour, il fait beaucoup de contradictions. Il dit par exemple être allé voler tout seul. Vu les circonstances aggravantes de l'acte et se référant à l'article 386 alinéa 1 du Code de procédure pénale, le ministère public, au nom de la société civile, requiert 10 ans de réclusion contre Guy Renoubé. Une faute avouée est à moitié pardonnée, a déclaré l'avocat de la défense. Il rappelle que son client a déjà passé 7 années de détention préventive pour un poste téléviseur et un appareil radio déjà restitués, et il plaide pour sa libération. Au terme des débats, la Cour condamne Guy Renoubé à 7 ans de réclusion criminelle pour vol aggravé et le relaxe pour association de malfaiteurs. Ainsi, l'apprenti forgeron retrouve dès ce jour sa famille et son enfant. La séance est présidée par le magistrat Faustin Anagonou. La réquisition du ministère public est assurée par le magistrat Badirou Lawani, tandis que la défense de l'accusé a été conduite par maître Mori Monou. Le greffier est maître Édouard Zavono. Demain, 2 prévenus vont comparaître pour viol
et coup mortel. Autre actualité, les personnes handicapées sont associées à la 5e édition de la quinzaine nationale de l'emploi. Une séance d'échange a été organisée ce jeudi au centre de promotion de l'artisanat à leur profit. Leur insertion professionnelle était au cœur des débats. Ramatou Lawani, Jean-Claude James. Personnes à part entière de la société. Les handicapés sont aussi concernés par les débats sur l'emploi au même titre que les autres acteurs de développement. La tribune de la quinzaine nationale de l'emploi vient à propos. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est un signal plus que fort. Parce qu'aujourd'hui, les organisateurs vont nous écouter. Il y a un slogan chez nous qui dit « Plus rien pour nous sans nous ». Moi, je vais un peu au-delà. Plus rien pour vous sans nous. Que c'est une très grande discrimination. Car lorsque je n'ai pas de yeux, je suis allé à l'école. Toi qui vois, tu n'as pas pu accéder. Je n'ai pas de jambes. Toi qui cours, tu n'as pas pu accéder. Je n'entends pas. Toi qui entends, j'ai eu le même diplôme que vous. En fait, c'est à nous qu'on devait donner les bonnes places et non ceux qui se disent valides. Plusieurs panels sont prévus par ces responsables en charge de l'emploi qui veulent susciter un autre regard sur ces membres de la société. Mais la mise en œuvre des conclusions préoccupe les participants. Le marché du travail est concurrentiel. Puisque ce n'est pas l'État seulement qui crée l'emploi, ce sont les entreprises. Or, chaque entreprise doit viser un bilan, c'est-à-dire une plus-value dans ses activités. Donc c'est là où on a besoin d'échanger pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer leurs conditions. Les personnes handicapées subissent malheureusement la double peine. Cela n'est pas acceptable dans une société qui se veut équitable pour tous. Ces personnes peuvent attendre des programmes spécifiques, des mesures spécifiques d'incitation, de facilitation à leur insertion, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Il y a beaucoup de réflexions qui se mènent, mais on veut que la personne handicapée, sinon la personne vivant avec un handicap, puisse se sentir véritablement concernée par les résultats que nous avons, que ces résultats-là soient mis en application. Au-delà de l'insertion professionnelle de ces groupes vulnérables, la question de l'emploi au Bénin est un sujet très actuel. On parle littérature, nouvel essai dans les librairies et bibliothèques. Son titre, Pardonner de l'abîme du mal à la victoire sur le mal. Son auteur est prêtre catholique. Le lancement de l'ouvrage a eu lieu ce lundi à Cotonou. Le reportage de Ismaël Osenou, présenté par Jean-Claude James. Difficile pour l'homme de pardonner alors qu'il bénéficie en permanence de cette grâce de Dieu. Cette réalité a inspiré le père Hubert Martin Kadowide qui a mené des réflexions dont les fruits sont consignés dans Pardonner de l'abîme du mal à la victoire sur le mal. L'ouvrage Pardonner de l'abîme du mal à la victoire sur le mal n'est pas un livre de théologie ou un livre de morale réservé à quelques experts seulement. Il est l'œuvre d'un communicateur, désireux de partager, de transmettre aux autres une expérience forte en vue d'induire un changement, une mise en mouvement en termes de pensée et d'action. En publiant cet ouvrage, l'auteur met en exergue l'importance du pardon dans le quotidien des hommes. Je me suis rendu compte que le pardon est le cœur même de nos relations interpersonnelles parce que les guerres n'ont jamais gagné. Dit en confiant à l'écriture, mes réflexions, ce n'est pas d'abord pour dire aux autres pardonner, c'est facile de pardonner, le pardon c'est le remède extraordinaire. Non, c'est juste parce que je voudrais me sentir solidaire du monde dans leur difficulté de pardonner et en même temps montrer comment, au cœur de cette difficulté, nous avons des ressources immenses pour pardonner. 200 pages, préfacées par Monseigneur François Nyorossou, évêque de Dassazoumé. Pardonner de l'abîme du mal à la victoire sur le mal est une proposition de solution face aux crises qui secouent le monde actuel.
Et cette surprise générale, en bref, François Hollande ne sera pas candidat à la présidentielle de 2017 en France. Il vient de l'annoncer à l'instant en direct sur la chaîne de télévision France 2. Nous y reviendrons. Le festival Cotonou Couleur Jazz fête ses 5 années d'existence avec une 5e édition annoncée par son promoteur John Arcadius devant un parterre d'hommes et femmes aussi bien du secteur culturel que du milieu médiatique. Les objectifs, réalisations et résultats de ce projet en 2016, c'est avec John Arcadius dans l'entretien dont nous font le point Gloria Oni et Patrick Gassou. Le folk, la rumba, bref toute autre world music sous le titre générique de jazz. Cotonou s'endormira et se réveillera du vendredi 2 au dimanche 4 décembre dans le lit du jazz, sous les couvertures aux couleurs jazziques, avec des artistes venus de la Suisse et de la Belgique hors du continent africain. En Afrique, on peut retenir Boskali du Sénégal, Almok et Adjoa Sika du Togo. Et bien sûr, plusieurs musiciens béninois. Le festival Cotonou Couleur Jazz, cette année, a laissé beaucoup de place aux artistes béninois. C'est ainsi, vous verrez Fatih, Ramou, Wilfred Enigma, vous verrez un autre groupe qu'on appelle Ilé Oloron. Moi, en tant qu'artiste, en tant que promoteur, je ferai de mon mieux. À tout seigneur, tout honneur donc, le secteur musical béninois sera à l'honneur pour Cotonou Couleur Jazz 2016. Chanteurs béninois, oui. Danseurs du terroir aussi, qui sont déjà coachés par Nicole Seiler, chorégraphe suisse, dans une pièce de théâtre dansée ou de danse théâtralisée sur les sites retenus pour accueillir les spectacles. Des sites comme l'Institut français, Centre culturel français, Jet Set. Max Lolo, on le connaît bien avec son fameux titre à Sapelia. Max Lolo et Nawadja vont animer Jet Set pendant les 3 jours. Tous les soirs, il y aura des concerts au Jet Set avec une scène beaucoup plus ouverte. Et si vous êtes musicien, vous savez jouer d'un instrument, vous pouvez passer dans ces heures-là aussi après le concert pour le jam session. Et la place du bicentenaire, en plein cœur du quartier Sikakodi, au centre de la ville, département du littoral. Le festival de cette année, c'est surtout faire découvrir les gens qui sont dans l'ombre, mais qui font du beau travail. Chaque concert sur le grand site sera précédé d'une projection de films de Jimon Oussou, le grand acteur hollywoodien d'origine béninoise, qui sera aussi dans la capitale économique pour un grand soutien à Cotonou Couleur Jazz 2016. Passons au sport volleyball avec la finale de la Coupe de Ligue Atlantique Littoral. L'équipe de l'UAC Volleyball Club a pris le dessus sur son adversaire Vessos Valley Ball Club par 3-7-2. William Bassabi nous fait le point de cette rencontre. Après sa victoire lors de la finale du Festival du sport féminin dans l'Atlantique et le littoral en août dernier, l'université d'Abomey-Calavi Volleyball Club, habillée en jaune sombre, réédite l'exploit. Devant le même adversaire, Vessos, habillé en vert par 3-7-2. C'est à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue des départements de l'Atlantique et du littoral, disputée à l'UNAFRICA. Une victoire obtenue dans la douleur, puisque pour les 4 premiers sets, chacune des 2 formations en a remporté 2. Il a fallu attendre le dernier set pour voir les joueurs de l'université d'Abomey-Calavi, plus expérimentés, l'emporter sur le fil 15-13. Le secret, c'est qu'on n'a pas baissé les bras. On a puisé très loin au fond de nous. Et puis, il y a eu la cohésion dans l'équipe. On s'est soutenu jusqu'au bout. Voilà. Et le résultat a été positif. On sera toujours championne, Inch'Allah. On va travailler et toujours prendre cette coupe. Je pense qu'il y a eu un relâchement. Et toujours est-il que c'est vrai qu'on a joué. Mais toujours est-il que moi, je dis que le travail en groupe, ça paye plus. Alors, on a perdu. D'une part, c'est vrai, ça me fait très mal. D'une autre part, j'espère que ça va me servir de leçon pour les fois à venir. Oui, le bilan est positif parce que au départ, on était parti en homme et en dame avec 3 équipes de chaque côté. Aujourd'hui, nous sommes en train de jouer la finale.
En dame, on a joué UAC contre Vezos, alors que hier en poule, Vezos avait déjà battu UAC et aujourd'hui c'est UAC qui a gagné. Donc voilà, ça veut dire que c'est vraiment engagé. Il y a de l'engagement de tous les côtés. Avec ce coup double, les filles de l'université d'Abomey-Calavi peuvent voir venir les joutes nationales, voire régionales. Un mot sur le tournoi de football de l'UEMOA à Lomé. Le Bénin a joué cet après-midi son 3e et dernier match de la compétition face au Burkina Faso, 0-2 partout. C'est le score qui a sanctionné cette partie, un résultat qui prive les deux pays de la finale de ce tournoi de l'intégration. La finale, elle va mettre aux prises le Mali avec le Sénégal, l'âge vainqueur de la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau, 5-0. Le bilan comptable des écureuils à cette compétition est 2 nuls pour une défaite. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire et un entretien sur le thème Halte au VIH-Sida. L'implication des conjoints est-il nécessaire? Et 2 feuilletons, les choix de l'amour et Windec. Prenez le rendez-vous du journal de soir à 23h avec Aurélie Sauton. L'actualité, c'est également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. L'ORTB passe à vous.